qu'il y ait justement des solutions de substitution. Il faudrait que les deux métaux cristallisent dans le même système. Par exemple, vous prenez un métal qui est le cuivre, vous prenez un autre métal, l'argent. Le cuivre cristallise dans le cubique face centré et l'argent cristallise dans le cubique face centré. Donc, pour qu'il y ait une solution solide de substitution, il faudrait que les métaux cristallisent dans le même système. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faudrait que les rayons atomiques soient très proches. Ils doivent être du même ordre de grandeur. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que pour remplacer un atome dans une structure cristalline, pour le remplacer par un autre atome, il faudrait qu'il ait à peu près le même rayon. Si vous choisissez un rayon trop grand, vous risquez de déformer votre structure. Si vous choisissez un atome dont le rayon est trop petit, vous allez avoir trop de vide. D'accord? Donc la condition pour qu'il y ait des solutions solides de substitution, il faudrait que les deux métaux d'abord cristallisent dans le même système et que les rayons doivent être très proches. Et il ne faut pas oublier une chose, quand il y a substitution, il faudrait bien sûr conserver, d'accord? C'est écrit ici, le réseau doit conserver sa structure. D'accord? Alors, regardez dans le titre. J'ai écrit solution solide de substitution. Il y a un petit paradoxe. On parle de solution et en même temps, on dit solide. Alors, il faut savoir que pour obtenir justement ces solides, pour former des solutions, c'est-à-dire on mélange des atomes, c'est ce qu'on appelle des alliages. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Éteignez, monsieur Amani. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va les laisser cristalliser. Il va y avoir un refroidissement. D'accord? Une fois qu'ils seront refroidis, donc ils vont former des cristaux. D'accord? C'est pour ça qu'on passe d'une solution liquide à une solution solide. C'est pour ça que dans le titre, vous voyez apparaître solution solide de substitution ou bien d'insertion. C'est parce que c'est au niveau expérimental. On démarre d'abord de la fusion des métaux que l'on mélange. Ensuite, ces métaux, on va les laisser refroidir. Une fois refroidis, ils vont cristalliser. Et on va former, bien sûr, des solides, tout simplement des cristaux, soit de substitution ou bien d'insertion. Donc, je reviendrai sur les solutions de substitution. Donc, je voudrais juste vous dire qu'il y a deux types, substitution et insertion. Alors, dans les solutions d'insertion, insérer, ça veut dire introduire quelque chose. D'accord? On va dans un vide insérer un atome. Alors, vous avez deux types de sites, justement, ces sites interstitiels. Il y en a deux. Vous avez ce qu'on appelle les sites octaédriques, d'accord? Et vous avez les sites ici tétraédriques, d'accord? Les interstices, c'est-à-dire les vides. Donc, on va les voir ensemble. Donc, alors c'est en raison justement de cette compacité. Donc, vu la valeur que vous avez trouvée dans les structures métalliques, 74 ou bien 68, il existe de la place dans le réseau. Donc, l'espace non occupé par des atomes correspond à des petites cavités. Les cavités, c'est-à-dire les vides. Donc, ici, on va voir les empilements. Alors, pour les sites interstitiels, on va se contenter de voir pour le cubique face centré et pour l'hexagonal compact uniquement. Dans le cubique centré, on ne va pas voir les sites interstitiels parce qu'ils ne sont pas très stables. Donc, on va voir pour les cubiques face centré et hexagonal compact. Qu'avant de passer au cubique face centré et l'hexagonal, je voudrais d'abord définir un petit peu ces sites. D'accord? La définition d'un site, c'est-à-dire l'habitabilité d'un site, c'est le rayon du plus gros atome qui puisse s'insérer dans le site considéré. D'accord? On va noter petit r, le rayon inséré dans le site, et R, le rayon de l'atome. Donc ici, au départ, vous avez une structure cristalline. Cette structure est constituée d'un métal, par exemple le cuivre. Le R ici, c'est le rayon de l'atome de départ. Ensuite, vous allez essayer d'insérer un autre atome. Cet autre atome, il aura donc un rayon. C'est petit r. D'accord? Donc, pour que ces atomes puissent s'insérer, il y a des conditions. Parce que le vide, on ne peut pas mettre n'importe quel atome à l'intérieur de ce vide. Si c'est un atome qui a un rayon supérieur, vous ne pouvez pas le mettre. Donc, il faudrait un rayon inférieur, etc. Alors, je commence par les sites octaédriques. Octa, ça veut dire que vous avez 8 faces. Est-ce que vous voyez ici, regardez,
le schéma qui est à votre gauche de l'écran, vous voyez le site octaédrique. Est-ce que vous le voyez? Oui, madame. Oui. D'accord. Vous voyez, il est à l'intérieur de votre maille. Il est formé par 6 atomes. C'est un octaèdre parce que vous avez 8 faces. Oui, c'est comme si vous aviez ici, c'est comme si on avait 2 pyramides, d'accord? C'est comme si on avait 2 pyramides qui sont collées par leur base, d'accord? Donc ici, vous avez, alors le site, regardez la petite croix noire à l'intérieur. C'est là où vous allez mettre votre atome. Vous n'allez pas le placer n'importe où. Donc l'atome, une fois que vous allez le mettre à l'intérieur de ce site, il va se situer exactement à la place de l'étoile noire. Ça, c'est un site octaédrique. Alors, dans un cubique face centrée, vous avez l'octaèdre qui est situé, il y en a un à l'intérieur de la maille, vous voyez ici, dans ce cube. Vous avez à droite de votre écran, qu'est-ce que vous voyez? Donc, oui, ici, il y a 2 mailles, parce que pour voir les autres sites octaédriques, il faut dessiner 2 mailles. Alors, vous voyez les étoiles vertes. Les étoiles vertes vous indiquent le barycentre de votre site octaédrique. C'est vraiment le centre. La place, l'étoile verte, c'est là où va se placer votre atome. Donc, vous avez ici un site octaédrique. Regardez, ici, celui-ci, ça, c'est un site octaédrique à l'intérieur de la maille. Mais vous avez également d'autres sites octaédriques. D'accord? Vous avez le site octaédrique qui sont situés sur les arêtes. Ça, c'est ce qu'on appelle une arête. L'arête du cube, c'est le côté de votre cube. Vous avez ici, voilà, ce qui est en bleu, cet octaèdre que vous voyez ici, il est situé sur l'arête d'un cube. Il y a combien d'arêtes dans un cube? Il y en a 12. D'accord? Ce site octaédrique, cet octaèdre que l'on a formé qui est situé sur l'arête du cube, il y en a combien? Il y en a 12, parce qu'il y a 12 arêtes. Sauf que cet octaèdre, il contribue pour combien? Cet octaèdre, il est partagé par combien de 4, madame. Par 4 mailles, exactement. 4, voilà. D'accord? Donc, vous avez des sites octaédriques qui sont situés sur les arêtes du cube. Il y a 12 arêtes. Donc, la contribution de chaque site situé sur l'arête du cube est de 1/4. Donc, c'est 12 fois 1/4. Ça vous fait 3. Plus celui qui est situé à l'intérieur de votre maille, ça veut dire 1. Ça veut dire au total, vous avez combien de sites octaédriques? Vous en avez 4 par maille. D'accord? Ça, c'est pour les sites octaédriques. Est-ce que vous avez compris? Oui? Madame. Oui? Oui? C'est bon? Oui. Oui, madame. D'accord. D'accord. Je passe donc à la page suivante. Donc voilà, j'ai écrit le nombre de sites octaédriques qui appartiennent à la maille cubique face centrée. Là, je suis dans la maille cubique face centrée. Donc vous avez un au centre et un au centre de chaque arête. D'accord? C'est pour ça que celui qui est au centre, c'est 1. Vous avez 12 arêtes dans un cube, donc c'est 12 fois 1/4, ça vous fait 3, 3 plus 1. Donc ça vous fait un total de 4 sites octaédriques dans la maille cubique face centrée. D'accord? Ensuite, donc, maintenant, les coordonnées de ces sites. C'est un peu la même histoire que les coordonnées des atomes. D'accord? Donc ici, vous avez le centre de la maille, puisqu'il faut prendre les coordonnées du centre du site. Celui qui est situé au centre, donc les coordonnées, c'est 1/2, 1/2 et 1/2. D'accord? 1/2 de A, 1/2 de B et 1/2 de C. Ensuite, le milieu des arêtes. Bien sûr, on ne va pas donner les 12 arêtes. C'est comme un peu les histoires des sommets. Donc, on va donner uniquement 3 arêtes. Vous avez l'arête selon A, puisque c'est 1/2, 0, 0. L'arête selon B, c'est 0, 1/2, 0. Et l'arête selon C, 0, 0, 1/2. Donc, au total, vous avez combien de coordonnées? Vous en avez 4. 4 sites octaédriques vous donnent donc 4 coordonnées. Le schéma ici est donné
avec des atomes violets et des atomes blancs. D'accord? Alors, regardez ici. Les atomes qui sont situés ici, en violet, ça, c'est la position de vos sites octaédriques. Vous avez un site qui est là, au centre, d'accord? Ça, c'est le site octaédrique qui est situé au centre. Vous avez également au niveau de chaque arête. Donc, si vous comptez les arêtes, vous en trouverez 12. Donc, les atomes en violet, c'est la position des sites octaédriques. D'accord? Oui ou non? Oui, madame. D'accord. Vous éteignez, s'il vous plaît, les micros. Merci. Donc, si c'est bon pour les sites octaédriques, je passe maintenant aux sites tétraédriques. Alors, les sites tétraédriques, c'est beaucoup plus simple. Tétraèdre, vous savez ce que c'est qu'un tétraèdre. Un tétraèdre est formé par 4 atomes. Donc, puisque le tétraèdre nécessite moins d'atomes que l'octaèdre, ça veut dire que j'aurai beaucoup plus de sites tétraédriques que de sites octaédriques. Donc, ici, sur votre écran, à votre gauche, voilà le site tétraédrique. Il est donc formé par 4 atomes. Vous avez un atome d'un sommet et les 3 autres atomes, c'est les milieux des faces. L'étoile qui est située, noire, qui est située au centre, c'est la position, c'est le centre de votre site. C'est là où l'atome va venir se placer. D'accord? Alors, l'atome, le petit cube qui est ici à votre gauche, vous le retrouvez, regardez la maille qui est ici, à votre droite de l'écran, vous avez le petit cube. D'accord? Vous avez combien de petits cubes dans la maille cubique? Vous en avez 8. C'est-à-dire que si vous divisez votre maille cubique face centrée par 8, vous allez avoir donc 8 petits cubes. Voilà, le premier, il est là. Comptez un petit peu les étoiles vertes. Vous avez 4 en bas et 4 en haut. C'est la position des sites tétraédriques. Chaque petit cube de votre maille, c'est-à-dire le 8e de votre maille, chaque petit cube constitue un site tétraédrique. Donc au total, vous avez 8 sites tétraédriques dans un cubique face centrée. Ils sont à l'intérieur de la maille. Donc la contribution ici, c'est 8 fois 1. Tout simplement. C'est pas comme dans l'octaèdre, pour ceux qui étaient situés sur l'arête, etc., ils étaient partagés entre plusieurs mailles. Ici, le site tétraédrique, il est à l'intérieur de la maille. Vous avez 4 sites tétraédriques en bas et vous avez 4 sites tétraédriques. Et regardez, vous avez les étoiles vertes, d'accord? Vous avez ici une, vous avez 3, 2, 3, 4, d'accord? Vous avez en bas également 5, 6, et ici 7, et ici 8. Vous avez 4 sites tétraédriques en bas et 4 sites tétraédriques. C'est-à-dire, en fait, l'arête de votre petit cube, c'est A sur 2. Elle est là, l'arête du petit cube. Elle est là. C'est ça, l'arête. L'arête du grand cube, c'est A. Mais comme ici, on a divisé, donc l'arête du petit cube, c'est A sur 2. D'accord? Donc, vous avez 4 sites octaédriques dans un cubique face centrée et vous avez 8 sites tétraédriques dans un cubique face centrée. Alors, ce qu'il faut retenir, chaque fois, le nombre de sites tétraédriques, c'est toujours le double du nombre de sites octaédriques. Toujours, que ce soit dans le cubique face centrée ou bien dans l'hexagonal. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux continuer? Oui, madame. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord. Donc voilà, la maille cubique face centrée, elle est divisée en 8 petits cubes d'arête A sur 2. Le centre de chaque petit cube constitue un site tétraédrique, ce qui donne un total de 8 sites tétraédriques par maille. D'accord? Donc je passe à la page suivante. Alors maintenant, vous avez les coordonnées réduites des sites tétraédriques. D'accord? Bon, ici, on aurait pu enlever les coordonnées réduites parce qu'ici, on a donné la totalité. Alors ici, là, ce sont les coordonnées de vos sites tétraédriques. Ici, c'est ce qu'on appelle la projection côté de vos sites tétraédriques. Vous avez l'axe X, vous avez l'axe Y. Ici, vous avez un quart à chaque fois et 3 quarts. Ça, ce sont les coordonnées de Z. Un quart, 3 quarts. Ici, vous avez un quart et 3 quarts.
et ici vous avez 1/4 et 3/4. Pourquoi on a deux coordonnées? Parce que vous avez le site qui est situé en bas, il a pour coordonnées 1/4 selon Z, parce que vous prenez le centre du site, il n'est pas à 0, donc il est situé à 1/4. Le site tétraédrique qui est situé au-dessus de ce site, il est situé à 3/4. D'accord? C'est la même chose, donc à chaque fois, si vous prenez, par exemple, on va essayer de faire, je vais choisir une autre couleur. Si je prends le site ici, si je prends la coordonnée, je prends la coordonnée de X. Si je dois donner les coordonnées selon X, ici je suis à combien de X? Je suis à 1/4 de X. D'accord? Ici je suis à combien? Selon Y, je suis également à 1/4. Donc j'aurai la première coordonnée 1/4, 1/4, 1/4. Je l'ai d'ailleurs ici. Voilà, première coordonnée. Ensuite, si je prends la deuxième coordonnée, donc ce sera la même chose pour X et Y, c'est toujours 1/4 et 1/4, sauf que cette fois-ci, je prends le site qui est situé au-dessus, c'est-à-dire à 3/4 de Z. Donc j'aurai 1/4, 1/4, 3/4. Elle est là. Voilà. D'accord? Donc ces deux coordonnées, ce sont deux sites, il y en a un en bas et l'autre est situé juste au-dessus, puisqu'ils ont les mêmes coordonnées selon X et selon Y. Et c'est la même chose pour les autres. Vous trouverez à chaque fois la même chose. Vous prenez un autre, par exemple, vous prenez ça, vous allez donc, si vous allez essayer de projeter votre site sur l'axe Y, si je projette ici sur Y, j'aurai combien? Cette fois-ci, je n'aurai pas 1/4 de Y, j'aurai 3/4 de Y. J'aurai 1/4 de X, j'aurai 3/4 de Y, ensuite j'aurai 1/4 de Z. Ensuite, la deuxième coordonnée, j'aurai 1/4 de X, 3/4 de Y et 3/4 de Z, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, vous pouvez toujours retrouver vos coordonnées, c'est-à-dire sur la projection côté. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est très important de comprendre cette histoire de projection côté. Avec la projection côté, vous pouvez tout déterminer. Est-ce que c'est clair pour les coordonnées des sites tétraédriques? Oui, madame. C'est bon? D'accord. Bon, ici, je n'ai pas donné la projection côté des sites octaédriques. Bon, généralement, on ne vous la donne pas, mais elle est très facile. Hein, c'est-à-dire, vous pouvez vous amuser à la faire. Je pourrais vous la donner la prochaine fois. D'accord? C'est très facile. Vous avez les sommets et tout. Donc, la prochaine fois, si vous voulez, je vous la donnerai. Donc là, je vais passer. Alors maintenant qu'on a compris qu'il y avait des sites octaédriques et des sites tétraédriques, il y a ce qu'on appelle des conditions d'insertion. D'accord? Vous avez pour le site, donc vous avez des conditions pour insérer ces atomes. D'accord? Donc ici, la condition d'insertion pour un site octaédrique.
تاعها. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, madame, oui. Oui, maintenant, j'avais un problème de son. Désolée, même hier, quand j'ai fait le cours, il y avait un problème de son. Ça part et ça revient. Donc là, j'entendais plus rien. Désolée. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. D'accord, donc je continue. Donc je suis dans les conditions d'insertion pour le site octaédrique. Donc j'étais à R0 plus R, donc vous avez A sur 2. Ça, c'est la condition de... Mademoiselle Elgendouz, vous veuillez s'il vous plaît éteindre votre micro. Depuis tout à l'heure, il est activé. Non, madame, les conditions. Vous éteignez le micro et vous m'entendez, parce que là, il y a trop de bruit de fond. Alors éteignez. madame ما فهم محابس ما يمشيش تاع البيسي باش نشوف برك مانيش نسمع كاني ندير نخدم بالتليفون وبالبيسي. Oui, mais il y a trop de bruit. À cause de vous, il y a du bruit de fond. Alors venez, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. لا مادام ما عنديش ميكرو بالبيسي ما تقدرش تسمعوا والو. Je continue. Donc, j'étais avec... alors, j'étais là à A racine de 2 égale à 4R. Ça, c'est la condition qu'on a vue, la relation entre le paramètre A et le paramètre R. On l'a vu dans les structures cubiques face centrées métalliques. Donc, si vous combinez R, donc ici, vous avez A racine de 2 égale à 4R. D'accord? Donc, vous allez tirer petit a ici. Petit a, c'est 4R sur racine de 2. C'est un calcul que vous faites. Petit a est égal à A racine de 2. Est-ce que vous m'entendez? Madame, on vous entend. D'accord. Oui, madame. Alors, donc, vous avez A racine de 2 égale à 4R. Vous tirez petit a. Donc, petit a, c'est 4R sur racine de 2. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez petit a? Vous venez et vous remplacez dans la première relation. R0 plus grand R est égal à A sur 2. Quand vous remplacez, donc vous aurez une relation uniquement en fonction de petit r et de grand R. Vous allez trouver RO est égal à 0,414 fois grand R. Donc, le rapport RO sur grand R est égal à 0,414. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez le rayon d'un atome que vous voulez insérer, grand R, c'est l'atome que vous avez de départ, vous le connaissez. Vous calculez le rapport. Si ce rapport, il est inférieur ou égal à 0,414, vous pouvez introduire votre atome dans ce site. Par contre, si ce rapport dépasse 0,414, ça veut dire que vous ne pourrez pas insérer votre... Madame, on vous entend pas. راكم تسمعوا؟ Allô. عندها بروبليم تاع الصوت. Donc ici, il y a une condition, R0 sur R, c'est égal à 0,414. Ça, c'est la condition d'insertion pour un cube face centré. D'accord? Alors maintenant, pour les sites tétraédriques, c'est des calculs. Donc je vous demande, bon, vous pouvez l'apprendre, mais vous pouvez retrouver ces calculs. Pour le site tétraédrique, c'est la même chose. D'accord? Là aussi, on a vu tout à l'heure que les petits cubes, il y avait combien? Il y avait 8 petits cubes. D'accord? Les 8 petits cubes se touchent selon la diagonale de votre maille. Donc, vous avez ici la même chose. R, c'est le rayon de votre atome initial. RT, c'est le rayon de votre site. Ou bien le rayon de l'atome dans lequel vous voulez mettre ce site.
c'est égal à A racine de 3, non pas sur 2, mais sur 4. D'accord? Parce que quand vous avez mis 8 petits cubes, vous avez le petit cube, il représente le quart de la diagonale de votre cube initial. Donc, vous avez toujours la relation 4R est égal à A racine de 2. Donc, A, voilà, est égal à 2R racine de 2. Donc, vous allez revenir à la maille ici, 1. Vous allez remplacer petit a par sa valeur, etc. Voilà, vous venez, grand R plus RT. On a remplacé petit a par sa valeur, donc racine de 3 sur 4. Ensuite, on multiplie par racine de 2 en haut, racine de 2 en bas, on simplifie par 2 et on trouve R est égal à racine de 3 sur racine de 2. Donc, on tire petit r, RT, en fonction uniquement de grand R et on trouve cette fois-ci 0,225 grand R. Donc, le rapport de petit r sur grand R pour un site tétraédrique, il est de 0,225. D'accord? Donc, vous voyez bien sûr que le vide formé pour le site tétraédrique est plus petit que le vide formé pour le site octaédrique. Ça veut dire que les solutions d'insertion, si vous avez un atome d'hydrogène qui a un rayon petit, très petit, il peut facilement s'insérer dans un site tétraédrique et il peut également s'insérer dans un site octaédrique. Maintenant, si vous prenez un atome qui aura un rayon entre le site tétraédrique et le site octaédrique, donc il ne pourra pas se placer dans le site tétraédrique, mais il pourra se placer dans le site octaédrique. Si son rayon dépasse le site octaédrique, c'est sûr qu'il ne pourra pas s'insérer dans le site tétraédrique qui est plus petit. D'accord? Donc, s'il ne peut pas se placer dans le site octaédrique, ça veut dire qu'il ne pourra jamais se placer dans le site tétraédrique. Ça veut dire que vous n'aurez pas une solution d'insertion, mais vous aurez une solution de substitution que l'on va voir. D'accord? Donc, vous avez deux conditions d'insertion pour le cubique face centré. Le site octaédrique, on l'a vu, c'est 0,414 R et ici, vous avez 0,225 R. Ça, c'est des valeurs que, en principe, on vous donne dans un exercice pour essayer de déterminer le rayon du site. D'accord? Alors ici, regardez ce que j'ai mis là. Le nombre de sites tétraédriques est égal à c'est toujours le double des sites octaédriques. Toujours 2 fois les sites octaédriques. D'accord? Est-ce que c'est clair pour cette histoire de conditions? Oui, madame, oui. D'accord, donc je continue, je passe à la page suivante. Alors, il y a aussi d'autres conditions, d'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle le site cubique. Bon, le cubique, c'est la même chose, c'est un autre site, c'est une maille cubique centrée. On l'a vu dans le cubique centré. Donc, vous pouvez avoir un cube et au milieu, vous avez un vide. Donc, ce vide, c'est le site asymétrique cubique. D'accord? C'est ce qu'on appelle ici le site grand C. Là aussi, c'est la même chose. Vous avez donc des conditions. Donc, on l'a vu dans le cubique centré, les conditions A égale à 2R, etc. Je trouve. Allô? Madame, on vous entend pas. Allô? Allô? Des schémas parce que c'est pas évident de trouver. Est-ce que vous m'entendez? Madame, vous pouvez répéter parce qu'on n'a rien entendu. D'accord. Alors ici, je suis passée à l'hexagone. Madame, elle m'entendait pas. Hein? J'ai dit qu'on a vu
les sites tétraédriques et octaédriques pour le cubique face centré. J'ai donné les conditions. Vous avez suivi les conditions. Il y avait aussi le cubique, le site cubique. Voilà, je l'ai donné ici. Après calcul, le site cubique, pour retrouver les calculs, il faut vous référer à la maille cubique centrée. C'est la même chose. Les conditions, A racine de 3 sur 2, etc. Vous avez un rapport RC sur R égale à 0,732. Donc, j'ai dit que si vous avez un rayon entre 0,414 et 0,732, vous êtes dans un site cubique. Si vous êtes entre 0,225 et 0,414, vous êtes dans l'octaèdre. Si vous êtes inférieur ou égal à 0,225, vous êtes uniquement dans le site tétraédrique. D'accord? Oui. Alors ici, maintenant, je passe à l'hexagonal compact. L'hexagonal compact, c'est pas évident de voir les sites. Donc ici, je vous ai donné un exemple. Vous avez donc à droite, vous avez donc regardez comment ils sont formés les sites tétraédriques. D'accord? Ils sont toujours formés par 4 atomes. Vous avez en rouge un site tétraédrique et en bas, vous avez en bleu également un site tétraédrique. D'accord? Le petit cercle jaune, ça veut dire que c'est le centre de votre tétraèdre. C'est où va venir se loger l'atome que vous allez insérer. D'accord? Donc ça, c'est le type de site tétraédrique. Dans la maille hexagonale, il y a plusieurs types. Alors, dans la page suivante, il y a également d'autres sites tétraédriques. D'accord? C'est un peu compliqué de les voir. Donc, j'ai essayé de trouver des schémas. Et de toute façon, on ne vous demandera pas de les dessiner, juste de donner leurs coordonnées. Alors, en fait, les sites tétraédriques ici, vous en avez, voilà les coordonnées des sites tétraédriques. Vous avez 2 tiers, 1 tiers, 1 huitième. Vous avez 0, 0, 3 huitièmes, 0, 0, 5 huitièmes et 2 tiers, 1 tiers, 7 huitièmes. D'accord? Ça, c'est pour les sites tétraédriques. Ici, vous les On a perdu le son. Continue. لا لا et j'aurai 4 sites tétraédriques. D'accord? Madame, on vous entend pas. Hein. Allô? Allô? Madame. Allô? ليش نسمعوها أنا لما؟ ما نسمع والو. مازال ما وليش الصوت. كونيكسيون من عندها حنا نسمعو. في لو كان راهي تشرح
ايه يا خالي مسكينة والله بزاف وكتعاود لنا كل شتاء. تشرح ياك اي كوبات الميكرو تاعها صح اي كوبات الميكرو تاعها راهي تهدر جو سي با مدام بعدها لا هي ماشي هي اللي كوبات الميكرو، قالت لك الصون يروح ويجي، هي عندها بروبليم هذا، هي اصلا ما تستعملش. ماشي قلت لك Oui, vous m'entendez? Donc, madame. Vous avez vu les deux positions. En rouge, c'est la position des sites octaédriques. D'accord? Donc, pour la pseudomaille, vous avez 2 sites octaédriques. Ça veut dire que vous avez 6 sites par maille, puisque la pseudomaille représente le tiers de la maille hexagonale. D'accord? Donc, si on prend la maille hexagonale, ici, voilà, elle est là, vous avez en fait 6 sites octaédriques. Vous les voyez, vous avez des étoiles en vert. Vous avez des étoiles en vert. D'accord? Donc, vous avez la position des 6 sites octaédriques pour la maille hexagonale. Dans la pseudomaille, il y en a 2, et dans la maille hexagonale, il y en a 6. C'est pas grave, vous pouvez toujours travailler avec la maille hexagonale. Alors, les conditions d'insertion sont les mêmes que celles du cubique face centrée. C'est exactement la même chose. Donc, ce qu'il faut retenir, voilà, pour le site tétraédrique, vous avez la condition RT sur R égale à 0,225 et vous avez le site octaédrique RO sur R égale à 0,414. D'accord? Donc, c'est les mêmes conditions d'insertion. Est-ce que je peux continuer? Madame. Oui, c'est bon? C'est-à-dire que là, en fait, c'est avec des exercices que vous allez mieux comprendre cette histoire de site. D'accord? D'ailleurs, au passage, est-ce que vous avez est-ce que vous avez eu les TD? Oui, madame, on a fait. Pour tous les groupes. Tous les groupes. Normalement, oui. Le groupe 2 et 3, je sais qu'ils ont fait. Est-ce que le groupe 1 et 4, vous avez fait TD? Oui, madame, on a fait. D'accord. Oui. D'accord. Vous éteignez vos micros, s'il vous plaît. Alors, je passe à la page suivante. Alors maintenant, justement, pour mieux comprendre ces histoires de sites, on va parler maintenant des alliages. C'est quoi un alliage? Il est formé par minimum 2 métaux. Un alliage, c'est un solide obtenu par cristallisation d'un mélange d'au moins 2 métaux liquides. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Après solidification, on obtient un solide polycristallin, etc. On va trouver des atomes des 2 métaux. La formation d'alliages, pourquoi on forme les alliages? C'est pour améliorer les propriétés
des métaux. Voilà pourquoi on forme les alliages. Exemple, l'acier. L'acier, c'est un alliage, c'est-à-dire il est formé, vous avez donc le fer et vous avez 10% de chrome. D'accord? Pourquoi on met du chrome? Le chrome, il permet justement de protéger contre la corrosion. D'accord? Chaque fois qu'on forme des alliages, c'est toujours pour améliorer les propriétés mécaniques et physiques des métaux. Alors là aussi, vous avez des alliages de substitution, des alliages d'insertion. D'accord? Alors, on va commencer avec les alliages de substitution. Quand on parle de site, on parle toujours d'alliage. Donc, je commence par les alliages de substitution. Vous allez mieux comprendre cette histoire de site octaédrique et tétraédrique. Alors, pour l'alliage de substitution, j'ai dit que substituer, ça veut dire remplacer par quelque chose. Donc, vous avez regardé le schéma. Le schéma, il va vraiment résumer tout. Alors, vous avez ici, à votre gauche, vous avez des atomes en orange. Ça, c'est la structure initiale. Vous avez grand M. Grand M, donc, c'est l'atome de départ. Je prends un autre métal différent de grand M. Donc, je prends M'. Je fais la somme, c'est-à-dire je vais faire le mélange de ces deux métaux. Je vais faire la fusion, ensuite ils vont se mélanger et quand ils vont cristalliser, ils vont donc être refroidis, cristallisés, il faut former un solide. J'obtiens l'alliage que j'obtiens, il est là l'alliage. C'est M, 1 moins X, petit x. Pourquoi j'ai 1 moins X? Regardez le schéma. Vous avez l'alliage de départ, c'est orange, et vous avez un alliage, un autre métal vert. Ce métal vert, il va venir prendre la place d'un atome dans la structure initiale. Et on le retrouve ici. Il est là, le nouveau métal. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il y a un atome orange qui a disparu et à la place, il y a un atome vert qui est venu prendre sa place. Il y a eu substitution de M par M'. D'accord? C'est pour ça qu'on a ici 1 moins X, parce que au départ, vous avez un pourcentage de 100% de M, mais après, quand vous avez enlevé un certain nombre d'atomes, donc ce pourcentage va diminuer. Donc la quantité de M, elle va diminuer de moins X. X, c'est quoi? C'est la quantité, ce sont les coefficients stoichiométriques. X, c'est la quantité de M' que vous avez inséré. D'accord? Donc ça, c'est un alliage de substitution. Alors la formule d'un alliage de substitution, c'est toujours grand M 1 moins X, 1' petit x. D'ailleurs, généralement, dans un exercice, on vous demandera par exemple de calculer petit x. Alors justement, pour qu'il y ait cet alliage de substitution, il faudrait que les rayons, quand vous prenez, regardez le schéma, l'atome orange et l'atome vert, ils ont pratiquement le même rayon. Bon, il y aura des petites différences, ils ne peuvent pas avoir des rayons identiques, sinon ce serait le même métal. Donc, je prendrai un métal qui va avoir un rayon qui sera très proche du métal initial. D'accord? Donc, je peux le substituer. Et donc, il n'y aura pas une déformation de la structure cristalline. Parce que l'intérêt, c'est de garder la structure cristalline de départ. Donc, s'il y a déformation, on ne peut pas former un alliage de substitution. D'accord? Il faut former un alliage de substitution, mais en gardant la structure cristalline de départ. D'accord? Donc ici, j'ai substitué un atome, qui est ici représenté orange, par un atome vert. D'accord? Donc ça, c'est la formule de votre alliage de substitution. Alors ici, vous avez des conditions. D'accord? On distingue deux cas. Alors, le métal imprime est partiellement soluble. Alors, pourquoi on parle de solubilité? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que pour former des alliages, il faut d'abord faire fondre les métaux. Donc, on passe à des solutions. Alors, si vous prenez un autre métal, il peut être totalement soluble comme il peut être partiellement soluble. D'accord? Donc, vous avez plusieurs types d'alliages. Donc là, c'est au niveau du pourcentage qui va être différent. Donc, M et M', la condition, ont des rayons proches et ils cristallisent dans la même structure cristalline. D'accord? Alors justement, il y a une condition, donc vous pouvez vérifier quand vous avez des rayons atomiques, vous prenez deux atomes A et B, si la différence, pour avoir un alliage de substitution, la différence des rayons doit être inférieure à 15%. Dans un exercice, on vous donne les rayons.
les rayons qui sont exprimés en picomètres, c'est-à-dire 10 moins 12 mètres. Donc, si vous calculez la différence et que cette différence, elle est inférieure à 15%, vous pouvez dire que vous aurez un alliage de substitution. Donc, je répète, les rayons doivent être très proches pour qu'il y ait un alliage de substitution. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Est-ce que je peux continuer? Donc, le schéma, vraiment, il résume, hein, le schéma que j'ai indiqué plus haut. D'accord? Donc, je passe à la page suivante. Alors, je vous ai donné ici un exemple. Regardez. Vous avez un exemple d'un alliage de cuivre avec l'argent. Regardez les rayons. Les rayons sont donnés en picomètres, 10 moins 12 mètres. Vous avez donc 128 et 144. Si on calcule la différence entre ces rayons, vous allez voir, vous trouvez une différence de 11%. Et on a dit tout à l'heure que la différence doit être inférieure ou égale à 15%. Donc ici, je peux avoir un alliage de substitution. Le cuivre, c'est connu, il cristallise dans un cubique face centrée. Regardez. Donc vous avez ici le cuivre qui est représenté par les atomes bleus. Ils sont au niveau des sommets. Vous avez 8 sommets qui sont représentés par le cuivre. Qu'est-ce qu'on a fait? En formant cet alliage, on a remplacé les atomes qui sont situés au centre des faces par un atome d'argent. Donc ici, l'atome qui est au centre des faces, qui est ici en jaune, c'est l'argent. D'accord? Donc ici, vous avez des atomes. Au sommet, c'est le cuivre. Et au centre des faces, c'est l'argent. On aurait pu aussi avoir l'inverse. C'est exactement la même chose. D'accord? C'est-à-dire que si vous calculez le nombre de motifs, si on vous demande la formule de l'alliage, vous pouvez la trouver. Vous avez les atomes d'argent qui sont situés au niveau des sommets. Les sommets, donc vous avez l'argent, vous avez 8 fois 1/8. Ça veut dire que vous avez un atome de cuivre au niveau du sommet. Donc vous avez Cu. Si vous prenez les atomes d'argent qui sont situés au milieu des faces, vous avez combien? Vous avez 6 faces. 6 fois 1/2, ça vous fait 3 atomes d'argent par face. C'est-à-dire TUAG. Voilà la formule de votre alliage. C'est-à-dire que lorsque vous connaissez la structure et la position des atomes, vous pouvez déterminer la formule de votre alliage. Je donne également un autre exemple ici. Vous avez, regardez le schéma qui est là, vous avez l'alliage ZnCu3. Regardez, le Zn, il est situé au niveau des sommets. Vous avez combien de sommets? Vous en avez 4. Les atomes en bleu, ce sont les atomes de zinc. Vous avez des atomes de cuivre qui sont en vert. Si on calcule, pourquoi j'ai ici, regardez la formule de l'alliage, j'ai ZnCu3. Ça veut dire que j'ai un atome de zinc par maille et j'ai 3 atomes de cuivre par maille. Je peux les calculer. Regardez, le zinc, il est situé au sommet. J'ai 8 atomes de zinc qui contribuent pour 1/8, donc j'ai un atome de zinc par maille. J'ai également pour le cuivre, ils sont situés au milieu des faces. J'ai 6 atomes de cuivre qui contribuent, les faces contribuent pour 1/2, donc j'ai 3 atomes de cuivre. Donc j'ai 1 et 3. J'ai 1 pour Zn et 3 pour Cu. Donc voici la formule de mon alliage, c'est-à-dire ZnCu3. D'accord? Est-ce que vous avez compris cette histoire d'alliage? Donc les alliages. Madame. Oui? C'est bon? Madame. D'accord. Madame. Donc oui. Pour l'alliage du cuivre et l'argent. Oui. Aussi, on a le cuivre qui est à la contribution 1/8 et Oui, absolument. la contribution. C'est la même chose donc. C'est la même chose, oui. C'est-à-dire la formule ici, bon, je ne l'ai pas écrit. Le cuivre, il est situé au niveau. Je peux avoir l'inverse. Hein. Ici, les atomes en bleu, c'est le cuivre. Donc le sommet, c'est la même chose en bas que le zinc. Donc c'est un cuivre par maille. Et les atomes jaunes qui sont situés au milieu des faces, c'est 3, puisque c'est 6 fois 1/2. Donc j'aurai CuAg3.
D'accord? C'est exactement la même chose. D'accord, merci. Alors, je vous ai donné des exemples d'alliages, il y en a beaucoup. Vous avez pour les bijoux, vous avez l'alliage AU, c'est l'or, AU avec le cuivre, vous avez le ZN avec le cuivre, etc., avec l'argent, il y a énormément. L'intérêt de ces alliages, c'est d'améliorer la propriété. Alors, si on prend l'exemple des bijoux, l'or, vous le savez, l'or pur, il est à 24 carats. D'accord? C'est l'or pur. Alors, il faut savoir que si on prend de l'or pur, on ne peut pas former des bijoux. On ne peut pas travailler l'or pur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'or pur, on va former des alliages. Les bijoux, vous savez que l'or, le 18 carats, qui est vendu en Algérie et même ailleurs, le 18 carats, ça veut dire quoi? Vous avez 75% d'or pur et vous avez 25% partagé entre le cuivre et l'argent. Vous avez 12,5% d'argent et vous avez 12,5% de cuivre. Pourquoi? Parce que le cuivre et l'argent permettent de rendre l'or beaucoup plus malléable. Il devient plus malléable et plus ductile, donc on peut le travailler. Sinon, il se casse. Si vous prenez de l'or pur, vous ne pourrez pas travailler et former des bijoux. C'est impossible. Tous les bijoux, alors il y a du 18 carats, du 22 carats, du 20, etc. C'est une question de pourcentage, c'est des alliages. Donc vous avez un pourcentage. Il y a par exemple l'or à 18 carats. Donc je vous ai dit, c'est 75% or pur et 25% entre le cuivre et l'argent. Si vous avez un pourcentage de cuivre qui sera légèrement supérieur que celui de l'argent, vous aurez un or qui sera un peu plus rouge que l'or jaune. D'accord? Parce que là, il s'agit de, si on met le cuivre, il est beaucoup plus le bronze et tout ça, donc il devient un plus rouge. Parce que le pourcentage du cuivre, il sera légèrement supérieur. En fait, en résumé, tous ces alliages, c'est pour généralement améliorer les propriétés mécaniques. Mécanique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils deviennent malléables, ils deviennent ductiles. Vous pouvez les travailler. On rajoute aussi au niveau de l'automobile, vous avez l'acier, vous avez la fonte, etc. On rajoute du carbone dans le fer. Tout ça pour améliorer les propriétés de vos alliages. D'accord? Alors maintenant, je passe à l'alliage d'insertion. Donc, on a vu tout à l'heure l'alliage de substitution. Cette fois-ci, c'est l'alliage d'insertion. Alors, l'alliage d'insertion, donc c'est le même principe. Vous avez ici, à votre gauche, vous avez un métal. Donc, vous avez les atomes sont tous identiques, représentés par grand M en orange. Vous allez insérer. Alors, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à tout à l'heure? L'atome en vert, il est beaucoup plus petit que tout à l'heure. Les atomes de substitution, l'atome qui était en vert était aussi gros que l'atome en orange. Ici, l'atome vert, il est plus petit parce qu'ici, en fait, il n'y a pas de substitution. L'atome vert, il va venir se loger, il va aller dans le vide. Il y a des vides dans la structure et il va se placer ici. Ça veut dire que je pars d'un métal M et je rajoute un certain nombre de X. X, c'est le deuxième métal qui va venir s'insérer. C'est le X, c'est votre métal, c'est ça. C'est votre petit cercle vert. Et donc, à la fin, j'obtiens un alliage d'insertion MXY. Y, c'est votre coefficient stoichiométrique. Donc, vous voyez bien que la formule des deux alliages est différente. D'accord? Ici, l'atome qui va venir s'insérer est beaucoup petit. Il est beaucoup plus petit que pour l'atome qui va se substituer. Parce qu'on a dit que dans les sites d'insertion, vous avez les sites octaédriques et tétraédriques, ils vont venir se loger dans les vides. Par contre, les alliages de substitution, les atomes ne vont pas venir se loger dans le vide. Ils vont tout simplement remplacer un atome, carrément. Et pour remplacer cet atome, il faudrait que les rayons soient très proches. D'accord? Alors justement, dans les alliages d'insertion, donc généralement les alliages qui dit alliage dit métaux, les rayons sont assez grands. Ici, généralement, les atomes qui vont venir s'insérer, alors vous avez l'hydrogène, vous avez le carbone, vous avez le bore, vous avez l'azote, etc. Pourquoi ces atomes? Parce qu'ils ont des rayons tout petits. Ce sont généralement ces atomes-là qui vont venir se loger dans le vide
de ces structures cristalliques. D'accord? On va le voir, par exemple, le fer, on va former l'acier, la fonte, la ferrite, l'austénite, etc. C'est un alliage de fer avec le carbone. Le carbone, il a un rayon beaucoup plus petit que celui du fer. D'accord? Donc, il faut bien retenir la formule des alliages pour l'alliage de substitution et pour l'alliage d'insertion. Donc, voici la formule pour l'alliage d'insertion, c'est mx petit y. Est-ce que vous avez compris l'insertion ici pour les alliages de... Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, madame, c'est clair. D'accord. Oui. Très bien. Alors, je passe à la page... à la dernière page. Donc, ici, j'ai donné un exemple, puisque je pense que vous avez un exercice sur ça. Alors, d'autres alliages, vous avez l'alliage fer-carbone. D'accord? Si vous comparez le rayon du fer et du carbone, il y a une très, très grande différence. Donc, ici, vous n'aurez pas un alliage de substitution, mais vous aurez un alliage d'insertion. C'est le carbone qui va venir s'insérer dans le fer. Alors, l'acier, voici l'acier. Alors, l'acier, vous avez une teneur en carbone de 2,2%. D'accord? Par contre, si cette teneur, elle augmente, ce n'est plus l'acier, mais vous passez à un autre alliage qu'on appelle la fonte. D'accord? C'est une question de pourcentage de carbone. Si le pourcentage du carbone est inférieur à 2,2%, vous avez l'acier. Si vous avez supérieur à 2,2%, vous avez la fonte. Vous avez également un autre alliage. Vous avez la cémentite, la Fe3C. D'accord? Vous avez une teneur en carbone beaucoup plus élevée. Elle est de 6,67%. D'accord? Donc, ici, vous voyez bien, en fonction de la teneur du carbone, vous changez d'alliage. Ça, c'est très important au niveau de l'industrie, dans le bâtiment, dans l'automobile, etc. D'accord? L'addition du carbone, elle modifie les propriétés de l'acier. Donc, il devient beaucoup plus dur. D'accord? Si vous travaillez uniquement avec le fer, vous lui rajoutez le carbone, donc vous changez les propriétés. C'est très important. Donc ici, l'addition du carbone rend l'acier beaucoup plus dur. Vous avez également la ferrite. La ferrite, c'est une solution solide d'insertion et vous avez une structure cubique face centrée. L'austénite, c'est également une solution d'insertion mais qui n'a pas la même structure que la ferrite. Ici, c'est cubique face centrée et ici, ce sera un cubique centré. C'est le fer gamma. Donc, l'ajout d'autres éléments, alors vous pouvez avoir d'autres éléments que vous pouvez insérer. Vous avez, exemple, le chrome, vous avez le nickel que l'on peut rajouter au fer et donc on obtient des alliages. D'accord? Donc, il modifie les propriétés physiques de l'acier. Et vous avez aussi avec l'aluminium, avec le nickel, etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame, c'est clair. Est-ce que vous arrivez à suivre? Vous me dites hein, si ça va, si je dois améliorer quelque chose, est-ce que je dois... Est-ce qu'il y a... Oui, vous n'entendez pas? Non, si, madame. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais trop vite? J'espère que je n'ai pas été trop vite. C'est bon? Oui, madame. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? C'est clair? Vous pouvez répondre, hein? Oui, madame, c'est clair. Est-ce que ça s'est bien passé pour les TD? Oui, très bien, madame. Vous avez fait combien d'exercices? Vous avez fait pas toute la série, non? Combien Non, on a d'exercices? fait le groupe 1. 2 exos. On n'a pas terminé. On n'a pas terminé. D'accord. De toute façon, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Hein, il faut aller doucement, que ce soit en TD, même en cours. Je vais essayer de ne pas aller vite. Ça ne sert à rien parce qu'on a le temps. L'essentiel, c'est que vous puissiez assimiler bien vos cours et vos TD. D'accord? On a vraiment le temps. S'il faut refaire des séances, je referai des séances. Il n'y a aucun souci. Si vous les posez, si vous ne les posez pas maintenant, vous pouvez m'envoyer des mails auxquels je répondrai.
Donc, moi, j'insiste pour que vous puissiez comprendre le maximum. Donc, on a fait structure métallique et les sites. Alors, ce que je vais faire, je vais vous envoyer d'autres exercices sur les composés d'insertion, des exercices corrigés. C'est un plus, hein, c'est pour vous. D'accord? C'est pas pour Merci, madame. c'est pas pour le faire en TD, je vais vous envoyer. Et après, on passera, Inch'Allah, aux structures ioniques. C'est un chapitre beaucoup plus chargé, hein. Structure ionique. Voilà. Inch'Allah, madame. Est-ce que c'est bon? Alors, concernant le... Bon, puisque c'est Ramadan, donc on fera pas 1h30, hein, c'est beaucoup. Je pense qu'on fera une séance d'1 heure. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est largement suffisant. Oui, madame, c'est mieux. On fera 1 heure. Madame, Soit on... Oui? il nous reste un seul chapitre. Il reste les structures ioniques. Oui, mais attention, les structures ioniques, c'est un gros chapitre. Structures ioniques, il faudrait peut-être 2 à 3 séances, hein, facilement. Parce que je vais essayer d'aller doucement. Parce que ionique, ce n'est plus un atome au niveau d'une main, mais vous avez deux. Vous avez un cation et vous avez un anion. Il y a beaucoup de choses. Je vais aller doucement parce que c'est le chapitre le plus chargé. D'accord? D'accord, madame. C'est pas évident. Donc, on le fera. Alors, au niveau de l'horaire, c'est comme vous voulez. Soit on garde 15 heures, soit on change. C'est comme vous voulez. Est-ce que le jour vous convient? Sinon, on garde comme on est. C'est tout. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, on est bien comme ça. D'accord. Et donc, pour l'heure, bon, Monsieur Saadi, il avait dit que la séance pouvait durer 1h15. 1h15 à 1h. Moi, je pense qu'1 heure, on peut faire plusieurs séances, il n'y a pas de souci. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. On a vraiment le temps. D'accord? Donc, je vais vous envoyer des exercices corrigés et si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Normalement, Oui, madame. Très bien. Donc, voilà, j'arrête ici. Je vous dis à tous, Sahar Mdankoum. Voilà, bon Ramadan. Merci beaucoup, madame. merci, madame, à vous également. Donc, voilà, à la prochaine, Inch'Allah, pour la prochaine séance. Inch'Allah. Très bien. Allez, au revoir tout le monde. Merci, Au madame. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.